Bon, je ne veux pas être pessimiste, parce que ce n'est pas mon style, mais c'est la première fois quand même qu'un président d'un groupe pétrolier est à la tête des négociations climatiques. Or, nous savons que le dérèglement climatique est principalement causé par la combustion des énergies fossiles, et c'est même la thématique générale de la COP28. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, déclarait en avril 2022 « Notre dépendance aux énergies fossiles est en train de nous tuer ». Quel signal donne le monde en nommant à la tête de la COP le dirigeant d'une entreprise qui pompe près de 4 millions de barils de pétrole par jour? Un journaliste ironisait hier en disant « c'est demander la santé à un funérarium ». Je n'irai pas jusque-là, mais j'ai envie de dire, déjà à la COP27 de 2022 en Égypte, la présence de 600 lobbyistes des énergies fossiles avait réussi à contrecarrer les propositions les plus ambitieuses. Avec la COP à Dubaï, on est presque dans la caricature. Ces lobbyistes se présentent comme partie de la solution à la lutte contre le réchauffement climatique, alors qu'en réalité, ils sont partie du problème et retardent l'action en défendant la décarbonation, la compensation carbone ou des technologies de stockage et de captage de CO2. Le 30 septembre dernier, un collectif appelle les États à réinventer le modèle des COP et à les placer sous la protection des Nations Unies. Moi, j'aimerais savoir ce qu'en pense M. Jouzel. Par ailleurs, les engagements pris par les COP n'étant pas contraignants, et nous le redisons à chaque fois, nous étions à Glasgow, nous avons pu nous en rendre compte, se pose inéluctablement la question de la sincérité de la démarche qui valorise les intentions, mais sans concrétisation des engagements pris. Alors, le fonds pertes et dommages prévu par la COP27 en soutien aux pays les moins développés, qui sont les plus exposés aux risques climatiques et les moins responsables des émissions de carbone, a suscité de nombreux espoirs. Toutefois, les récentes négociations pré-COP ont causé des désillusions, puisque les pays développés n'ont pris aucun engagement financier immédiat ou prévu d'échéance de versement. Les États-Unis vont même jusqu'à dire « nos engagements doivent rester volontaires ». Pourtant, lors des dernières COP, il a été rappelé que les besoins en financement pour mener à bien les politiques d'adaptation et d'atténuation dans les pays les plus pauvres s'élevaient à 1 300 milliards de dollars par an. Les pays riches, je le rappelle, s'étaient d'ailleurs engagés en 2009 à Copenhague au versement de 100 milliards de dollars par an en direction des pays émergents. Bien évidemment, ces engagements n'ont pas été respectés. Enfin, les banques continuent à financer les énergies fossiles. Or, nous le savons, si la finance ne s'engage pas, peu se fera. Alors bien, je pense que nous n'avons pas tout à fait tort, nous, lorsque nous disons que ce n'est pas le climat qu'il faut changer, c'est bien notre modèle économique. Madame la ministre, je voulais vous interroger sur les engagements concrets et transposables dans le droit national. Quels engagements allait prendre la France précisément par rapport à l'occasion de cette COP? Vous en avez en partie développé les grandes lignes. Ceci étant dit, au projet de loi de finances 2024, 39,7 milliards d'euros sont évalués comme favorables à la transition écologique sur les presque 570 milliards d'euros de dépenses budgétaires et fiscales recensées. Si on note les efforts en matière de décarbonation des transports, de rénovation des logements, jugez-vous, M. Jouzel aussi d'ailleurs, que ces crédits sont à la hauteur de nos engagements, du moins pour respecter nos engagements. Merci.